Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir que Singapour a donné 16 millions de neurones humains vivants à une intelligence artificielle pour qu'elle les utilise comme son premier centre de données biologiques jamais créé. Aux États-Unis, un drone, entre guillemets, prend vie grâce à l'IA et peut déjà fonctionner de manière autonome. Imprimante d'atomes, la machine qui peut créer les puces de la prochaine révolution technologique. Un robot humanoïde chinois appelé Superman court plus vite qu'Usain Bolt et saute à 2 mètres de hauteur. Un vaccin à ARNM personnalisé pour chaque individu contre le cancer atteint un succès historique lors d'un essai de phase 3. Comprenons tout cela et d'autres aspects des nouvelles technologies. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Et les chercheurs à Singapour viennent de présenter un type très différent de centre de données. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des processeurs en silicium, une partie de leur calcul vient de neurones humains vivants cultivés en laboratoire, sans avoir été prélevés à quiconque. Le prototype a été installé à l'Institut des sciences de la vie de l'Université nationale de Singapour et regroupe 20 ordinateurs biologiques CL1 développés par l'entreprise australienne Cortical Labs. Ensemble, ces systèmes utilisent environ 16 millions de neurones humains vivants. Chaque unité CL1 combine des cellules neuronales cultivées à partir de cellules souches humaines avec des composants électroniques conventionnels. Les neurones se développent sur une matrice d'électrodes, formant une interface qui envoie des signaux électriques et enregistre leurs réponses. Ainsi, le système interagit directement avec les neurones. Ils reçoivent des informations par le biais de stimuli électriques, répondent à ces stimuli et peuvent modifier leur comportement en fonction de ce qui se passe pendant l'interaction. Et c'est précisément cette capacité, la capacité d'adaptation, qui rend l'informatique biologique si intéressante. Le cerveau humain accomplit des tâches extrêmement complexes, tout en ne consommant qu'environ 20 watts d'énergie. En revanche, les centres de données traditionnels utilisés aujourd'hui pour l'intelligence artificielle peuvent nécessiter des quantités énormes d'électricité. L'idée n'est pas de remplacer immédiatement les puces en silicium par des cerveaux cultivés en laboratoire. L'objectif, pour l'instant, est d'étudier si des systèmes composés de cellules vivantes peuvent compléter les ordinateurs traditionnels dans certaines tâches, en particulier celles liées à l'apprentissage et à l'adaptation. Le CL1 a justement été développé pour permettre ce type d'expérience. À l'intérieur de chaque unité, il y a tout un système chargé de maintenir les neurones en vie. Il régule la température, la circulation des nutriments et la filtration des déchets et gaz essentiels au fonctionnement et à la survie des cellules. En pratique, ces ordinateurs doivent donc assurer biologiquement l'entretien d'une partie de leur matériel. Ce projet réunit Cortical Labs, l'entreprise d'infrastructure Dewan et l'école de médecine Yonglin Loon de l'Université nationale de Singapour. Et faire travailler 20 de ces unités ensemble représente un changement d'échelle très important. Jusqu'à présent, la plupart des calculs utilisant des neurones vivants cultivés étaient réalisés lors d'expériences individuelles en laboratoire. Cette nouvelle installation place ces unités dans une structure similaire à celle déjà utilisée par les serveurs conventionnels, formant ainsi ce que ses responsables ont décrit comme le premier rack de serveurs à intégration biologique fonctionnant de manière indépendante. Les chercheurs veulent utiliser ce système pour étudier l'IA inspirée du cerveau humain, faire de la modélisation biomédicale, découvrir de nouveaux médicaments et traiter les maladies neurologiques. Oui, il est certain qu'ils sont encore très loin de remplacer les énormes serveurs utilisés actuellement. Mais pour la première fois, des millions de neurones humains cultivés en laboratoire sont réunis dans une infrastructure conçue comme un véritable centre de données. Et dans ce cas, mes amis, une partie de l'ordinateur n'est pas seulement fabriquée, n'est-ce pas? Elle doit rester vivante. Et c'est un peu étrange, non? Un vaccin expérimental contre le cancer a été développé individuellement pour chaque patient et a atteint une étape très importante aux États-Unis. Moderna et Merck ont annoncé que leur thérapie personnalisée à base d'ARNM a atteint les principaux objectifs d'un grand essai clinique de phase 3 impliquant des patients atteints de mélanome, l'une des formes les plus dangereuses de cancer de la peau. Le traitement appelé intismeran autogène, auparavant connu sous le nom de mRNA 4157 ou V940, ne fonctionne pas exactement comme un vaccin traditionnel, qui vise à empêcher une personne de développer une maladie. Il est produit spécifiquement pour le cancer de chaque patient. D'abord, un échantillon de la tumeur est analysé génétiquement
pour identifier les mutations uniques présentes dans les cellules cancéreuses. À partir de ces informations, une molécule synthétique d'ARN M est créée, capable de coder jusqu'à 34 néoantigènes spécifiques à cette tumeur-là. Lorsqu'elle est administrée à la patiente, l'idée est d'apprendre à son propre système immunitaire à reconnaître ses caractéristiques particulières et à attaquer les cellules qui portent les mêmes mutations. Dans la nouvelle étude, 1134 patients atteints de mélanome cutané ont participé. Tous avaient déjà été opérés pour retirer complètement leur tumeur. Les premiers résultats de la phase 3 étaient très positifs, tu sais. Selon Moderna et Merck, l'ajout de la thérapie personnalisée au Keytruda a entraîné une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans récidive. L'étude a également atteint un objectif secondaire important, lié au temps pendant lequel les patients sont restés sans développer de métastases. Ce n'est donc pas encore une guérison. Chez les patients ayant reçu la combinaison, le cancer a mis nettement plus de temps à revenir ou à se propager qu'avec le seul Keytruda. Les entreprises n'ont pas encore publié tous les chiffres de la phase 3, il est donc impossible de connaître précisément l'ampleur du bénéfice de cette étude. Les résultats précédents avaient déjà suscité beaucoup d'attention. Lors de la phase 2, impliquant un groupe plus restreint de patients, la combinaison a réduit de 49% ce risque de récidive ou de décès après environ 5 ans de suivi. Les résultats plus détaillés, devraient être présentés lors d'un congrès médical et soumis à une publication Nous scientifique. discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Tandis que Moderna et Merck prévoient de discuter des données avec les autorités réglementaires. Nous ne saurons pas encore quel a vraiment été l'effet. Mais c'est quelque chose de positif, d'après ce qu'ils ont dit. Oui, l'intelligence artificielle peut déjà prédire de nouveaux matériaux aux propriétés prometteuses. Ce serait très bénéfique pour la société, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ces prévisions doivent encore passer par une étape bien plus compliquée. Transformer ce qui existe dans un ordinateur doté d'intelligence artificielle en un matériau physique qui puisse réellement être fabriqué et testé. L'entreprise danoise Atalant 3D veut justement réduire cette distance avec le Nanofabricator Pro, une nouvelle plateforme de fabrication de semi-conducteurs conçue pour produire et tester des matériaux à l'échelle atomique. L'entreprise présente cet équipement comme la première plateforme physique dédiée à la découverte de matériaux par intelligence artificielle. Actuellement, même lorsqu'une intelligence artificielle découvre une combinaison potentiellement très intéressante, les chercheurs doivent encore produire le matériau dans des conditions contrôlées. Et ensuite, vérifier si elle présente réellement les caractéristiques prévues par l'intelligence artificielle. Et ces étapes se déroulent généralement dans des processus séparés. Au centre de la machine se trouve une technologie propriétaire d'Atalant, 3D, elle-même, appelée DALP. Celle-ci permet de contrôler le dépôt des matériaux, couche par couche, dans des régions spécifiques, créant ainsi des structures extrêmement petites, sans dépendre exactement du même flux traditionnel utilisé dans la fabrication conventionnelle des semi-conducteurs. Cependant, cela ne veut pas dire que cette machine remplacera dès maintenant les équipements de lithographie et EUV pour produire les puces les plus avancées. Son objectif est un peu différent. Accélérer la recherche de nouveaux matériaux, interfaces et dispositifs
en transformant rapidement les idées numériques en expériences physiques pouvant être analysées et testées. La plateforme a été conçue pour des applications telles que les semi-conducteurs, le packaging avancé des puces, la photonique, les technologies quantiques et d'autres matériaux émergents. Tantu Metal en 3D prévoit aussi d'intégrer la métrologie directement au processus. Ainsi, la machine elle-même pourra, à l'avenir, mesurer ce qui est produit pendant l'expérience elle-même. Ces données pourront être envoyées à l'intelligence artificielle qui analysera les résultats et proposera de nouvelles combinaisons ou modifications du processus. En pratique, cela ouvre la voie à des laboratoires de plus en plus autonomes dans lesquels une intelligence artificielle propose le matériau, une machine produit la structure physique, les instruments vérifient le résultat, et ces informations retournent à nouveau à l'intelligence artificielle. Le Nanofabricator Pro est aussi adapté à l'industrie des semi-conducteurs et fabriqué aux États-Unis avec Automated Industrial Robotics. Celle-ci n'est pas seulement une actualité technologique, mais aussi quelque chose de très intéressant et humain. Un nouvel ascenseur, construit sur une énorme falaise dans le sud-est de la Chine, est en train de transformer la routine des habitants d'un petit village isolé au milieu des montagnes là-bas. Installé dans le Grand Canyon de la rivière Nisru au Yunnan, le nouvel ascenseur mesure 288 mètres de haut. Il permet de franchir en quelques secondes une différence d'altitude qui a longtemps rendu difficile le déplacement des habitants de la région. Les principaux bénéficiaires sont les enfants du village. Avant cette infrastructure, élèves et familles traversaient un chemin escarpé en montagne. L'idée était d'atteindre le point le plus bas de la vallée, là où se situe leur école. Le trajet pouvait prendre environ 3 heures dans un seul sens, c'est-à-dire 3 heures pour y aller et 3 heures pour revenir, et il impliquait des terrains rocheux et des passages très inclinés. Maintenant, la situation est complètement différente. Les élèves utilisent une combinaison de véhicules, d'ascenseurs et de téléphériques pour pouvoir traverser cette région, réduisant ainsi le trajet jusqu'à l'école à environ 30 minutes. Le nouvel ascenseur, avec ses 288 mètres, n'est pas le seul là-bas. Il fonctionne à côté d'une structure précédente d'environ 268 mètres de hauteur qui a été inaugurée en 2022. Le système a été construit près d'immenses parois rocheuses du canyon. Et en plus de desservir les habitants, il est aussi devenu une attraction pour les visiteurs de la région. Et si vous vous demandez, oui, il n'y a pas de péage là-bas. Les habitants locaux peuvent utiliser l'infrastructure gratuitement. La nouvelle structure se distingue aussi par sa capacité. L'ascenseur transporte environ 1000 à 1200 personnes par heure, permettant de déplacer les habitants locaux ainsi que de plus en plus de touristes attirés par le paysage du canyon. La construction aurait coûté environ 9,5 millions de dollars après conversion. Mais peut-être que l'impact le plus intéressant de tout cela ne réside pas dans la taille de la structure. L'isolement géographique a marqué la vie des familles qui vivent dans cette région montagneuse de Chine pendant des générations. L'emplacement même de la communauté est lié à son histoire. Les ancêtres de ses habitants se seraient installés là, au cœur des montagnes, précisément pour se protéger des conflits, créant ainsi une communauté naturellement difficile d'accès. C'est clair, non? Et un robot humanoïde a été la vedette d'une chute spectaculaire lors d'une séance d'entraînement à Pékin, quelques jours avant le début de la 2e édition des Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Le robot était simplement en train de faire un test de vitesse sur une piste lorsqu'il a perdu le contrôle et a violemment percuté une barrière rembourrée placée à la fin du parcours. L'impact a été suffisamment fort pour provoquer des étincelles et faire voler en éclats des parties du robot alors qu'il tombait au sol. C'était vraiment intense. L'incident s'est produit le 17 août lors des préparatifs de cette compétition. La vidéo a rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues. La barrière rembourrée n'était d'ailleurs pas là par hasard, tu vois. Elle avait été installée précisément parce que d'autres robots avaient déjà dépassé la fin de la piste. Et oui, cet épisode illustre les défis auxquels les ingénieurs font face pour faire se déplacer des robots humanoïdes à des vitesses toujours plus élevées. Courir vite, c'est une chose, mais réussir à ralentir, garder l'équilibre et s'arrêter en toute sécurité, ça, c'est déjà autre chose. Le spécialiste en intelligence artificielle, Alan Chen, a affirmé que l'industrie chinoise de la robotique optimise peut-être un peu trop, on peut dire ainsi, ses robots pour la vitesse, alors que des aspects comme la stabilité et la capacité de freinage doivent encore recevoir plus d'attention. Et ce sont justement ces limitations qui seront à nouveau mises à l'épreuve lors des Jeux mondiaux des robots humanoïdes organisés à Pékin
du 22 au 26 août. La dimension de l'événement a considérablement augmenté en seulement un an, d'accord? L'édition de 2026 comptera 2056 robots représentant 666 équipes de 16 pays. Au total, il y aura 51 épreuves et 1301 compétitions organisées pendant 5 jours. Outre les cours traditionnels, les robots prendront part à des épreuves de saut en longueur, haltérophilie, tir à la corde, tennis de table et d'autres disciplines. La compétition n'a pas été créée seulement pour savoir quelle machine court ou saute le mieux. Certains défis cherchent à simuler des situations réelles que ces robots pourraient rencontrer, comme des tâches dans des résidences, hôtels, sites industriels, opérations de sauvetage, logistique, bibliothèques, magasins, bureaux ou de chargement de véhicules. Je ne sais juste pas pourquoi ils courent autant pour ces tâches-là. Je trouve qu'ils courent beaucoup, hein? C'est pour nous poursuivre, non? Laissez un commentaire ici, d'accord? Les règles sont bien plus strictes. Dans les épreuves sur piste et autres disciplines compétitives, les robots devront fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire seuls, avec une IA qui les contrôle. Pas d'humain à distance. Sauf pour quelques épreuves particulières à obstacles. Pour l'instant, ce sera de cette façon. Et cela transforme des événements apparemment simples, comme une course par exemple, en des tests très exigeants pour les systèmes de perception, d'équilibre et de contrôle du mouvement. La vitesse sera l'un des aspects les plus surveillés. Au cours des derniers mois, les entreprises chinoises ont présenté des humanoïdes capables de courir de plus en plus vite, tandis que des compétitions de ce genre amènent ces machines dans des conditions bien différentes des démonstrations soigneusement contrôlées qui étaient réalisées en laboratoire. Tu te souviens de Boston Dynamics? C'est vraiment différent, n'est-ce pas? Et la société chinoise Unity Robotics a présenté un nouveau robot humanoïde qui, selon l'entreprise, parvient déjà à dépasser certaines des limites physiques atteintes par les êtres humains auparavant, comme Usain Bolt par exemple. Surnommé Superman, le nouveau prototype a été développé pour effectuer des mouvements extrêmement dynamiques. Et il a réussi à atteindre, oui, une vitesse maximale de 12,66 mètres par seconde, soit environ 45,6 km par heure. Impossible de courir plus vite que cette machine-là. À titre de comparaison, lors de sa course historique du 100 mètres en 2009, Usain Bolt a atteint une vitesse maximale estimée à environ 12,42 mètres par seconde. Cela signifie que, du moins en tenant compte des chiffres publiés par Unity, le nouveau robot a réussi à atteindre une vitesse de pointe légèrement supérieure à celle de l'homme le plus rapide du monde. Mais courir n'a pas été le seul test. Lors d'une démonstration, Superman a aussi effectué un saut vertical d'environ 2 mètres sans élan. Bientôt, cette machine volera. Avec un tel nom, Superman? Oui, et la hauteur est particulièrement impressionnante quand on considère que le robot utilise des jambes de seulement 85 cm de long. Et peut-être que l'un des détails les plus intéressants, c'est le temps qu'il a fallu pour en arriver là, tu sais. Selon Unity, le prototype a été développé en un peu plus de 3 mois. Même ainsi, l'entreprise affirme qu'il est encore en cours de développement et qu'il y a encore beaucoup de place pour améliorer ses performances dans les prochains mois. Quel danger! Superman n'a pas été créé, du moins à ce stade, comme un robot domestique ou une machine destinée à travailler dans des usines. Il sert principalement de plateforme expérimentale pour étudier les mouvements humanoïdes dynamiques. Plus la vitesse augmente, plus il devient difficile de garder l'équilibre. Comme vu précédemment, plus la vitesse augmente, plus l'équilibre devient difficile à garder. Pendant une course, le système doit calculer en continu la position des jambes, le contact avec le sol et la répartition du poids, en corrigeant le mouvement en temps réel afin d'empêcher la machine de simplement perdre le contrôle. Et c'est un domaine dans lequel Unity progresse très rapidement, tu sais. Leur robot précédent avait déjà montré des courses, sauts, coups de pied, acrobatie et diverses méthodes pour retrouver l'équilibre. Le nouveau prototype élève encore la quête de performance physique. Pour l'instant, les chiffres avancés par Superman ont été publiés par Unity et doivent être considérés avec prudence face aux records humains réalisés en conditions sportives contrôlées, n'est-ce pas? Mais ce prototype montre jusqu'où les ingénieurs parviennent déjà à pousser aussi loin la locomotion de ces machines. DefendEye, société de drones active en Pologne et aux États-Unis, a reçu un nouvel investissement pour accroître la production d'un système différent des drones classiques. Appelé Overwatch Drone, il a été développé principalement pour les équipes d'urgence et peut être mis en vol en seulement quelques secondes sans avoir besoin d'un pilote humain formé ou même d'une télécommande traditionnelle. L'idée est relativement simple, d'accord?
Dans des situations comme des accidents, des incendies, des recherches de personnes disparues ou d'autres urgences, les équipes doivent normalement arriver sur place, préparer le drone et compter sur quelqu'un de qualifié pour pouvoir le piloter. DefenEye veut éliminer une grande partie de ce processus. Son drone est stocké dans un tube résistant aux conditions climatiques. En cas de besoin, il suffit d'activer le système et l'appareil peut être lancé en moins de 10 secondes. À partir de là, le travail se fait surtout de façon autonome, grâce à une intelligence artificielle intégrée à l'appareil. Elle permet au drone de rechercher des personnes au sol, d'identifier leur position et de suivre leurs mouvements, tout en transmettant les images en direct à un centre de commandement, pour l'instant composé d'êtres humains. C'est particulièrement utile lorsque l'appareil surveille une zone depuis des airs. Identifier une personne sur une image aérienne peut être difficile, surtout la nuit. Dans des terrains complexes, c'est encore bien plus difficile, ou lors d'une situation d'urgence, les choses deviennent vraiment compliquées. C'est pourquoi le système utilise l'intelligence artificielle pour mettre automatiquement en évidence les personnes détectées sur les images. Le drone dispose d'une caméra adaptée à la faible luminosité et d'un éclairage infrarouge permettant de repérer des personnes même dans l'obscurité totale. Impossible de se cacher, je vous préviens, personne ne m'écoute. Et il ne dépend pas nécessairement du GPS pour fonctionner, d'accord ? Le système a été conçu pour des situations où l'infrastructure est limitée, ce qui est crucial lors de catastrophes naturelles ou d'opérations en région montagneuse. Et il existe aussi des configurations où les tubes de lancement peuvent être installés de façon permanente sur des clôtures, des bâtiments, des véhicules ou d'autres structures. Dans ce cas, des capteurs externes peuvent déclencher automatiquement le drone lorsqu'un événement est détecté. La proposition de l'entreprise est de transformer le drone afin que l'intelligence artificielle puisse assumer une grande partie de l'opération et que les équipes humaines reçoivent une vue aérienne de ce qui se passe avant même d'arriver sur place. Si tu as aimé cet épisode, laisse déjà ton like, vérifie ton abonnement et rappelle-toi qu'il y a 2 suggestions sur ton écran. Il suffit de cliquer sur l'une d'elles et on se retrouve dans la prochaine, d'accord ? Je t'attends là-bas. Clique et tu m'aideras beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Je t'attends, clique là.